parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Les GG sur Radio Espace, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Vous nous écoutez partout en Guinée, sur nos radios, évidemment, à Boké sur 99.7, même fréquence, à Labé, Espace Fouta. Vous nous écoutez également en forêt, sur Espace Forêt 99.7, également en modulation de fréquence. Mamou, écoutez Espace à travers Radio Espace Mamou. Si vous êtes du côté de Cancan, c'est 99 en modulation de fréquence. Ceci dit, plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Soit c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Marée humaine, rouge, cri joyeux, du slogan donc de victoire. Le FNDC en liesse samedi dernier pour accueillir donc des figures de la résistance à Alpha Condé. Diani Alpha et Fodé Kouyaté aux côtés donc de Sékou Kounduno et Ibrahim Diallo donc qui avait fui le pays pour échapper donc à la machine de régime de faim. S'il prône en tout cas un nouveau départ fondé sur le pardon et une mutuelle acceptation, plusieurs parmi ces héros du FNDC gardent encore à l'esprit les affres donc de leur odyssée. Question ce matin, comment ont-ils vécu et survécu donc à l'exil? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Comment ont-ils réagi donc à la chute d'Alpha Condé? Toutes ces questions posées ce matin, ils seront nos invités un peu plus tard dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Vous continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages, si vous le voulez bien. Antoine Kourouma est avec nous, mon cher Antoine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Ahmed Kourouma. Bonjour Lamine. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Madame Yoro, Moussa Yoroba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Ahmed Kamara, bonjour. Bonjour Lamine. Voilà. On s'intéresse évidemment à l'actualité, mon cher Antoine Kourouma. Voilà, on a appris ce matin du côté d'Anta, deux locomotives donc s'accrochent et font un mort. Oui, pour l'instant, c'est le bilan qui nous a été communiqué. Un mort à l'issue de cette collision entre deux trains minéraliers. Il semble qu'un était en panne, immobilisé du côté de Anta, et un autre est venu le percuter. Et ça fait un mort et des blessés. On ne sait pas s'il y a d'autres victimes, mais pour l'instant, le témoin sur place nous a appris le cas de victime dont j'ai parlé. Il a aussi fait cas de la présence massive d'agents des forces de l'ordre, également de la protection civile, venus pour secourir les victimes éventuelles. Et donc, c'est le malheureux accident auquel on a assisté ce matin. Malheureusement, ce n'est pas une première. On attend de savoir l'identité des trains qui se sont accrochés, parce que c'est certainement un train de l'une des sociétés minières de la place. Et donc, aujourd'hui, sur les causes de l'accident, on attend d'en savoir plus par rapport aux autorités de la place. Mais nous savons que, selon notre témoin en place, que c'est un train qui était en panne, qui était immobilisé là. Oui, et un autre qui est venu le percuter, et ce qui a fait renverser l'un d'entre eux. Et donc, aujourd'hui, il y a une seule victime, 4 blessés selon le témoin. Il y a un mort. Un mort. Voilà, c'est bien. Je parle de mort, c'est ce qu'on nous a rapporté ce matin. Allez-y. Voilà, donc on attend d'en savoir plus sur les autres victimes. Mais ce n'est pas une première pour ce type d'accident. Il y en a eu, je crois, à Petit Simbaya, à un moment donné, où un train s'était renversé. Et c'était, je crois, un train de Russal. Aujourd'hui, on apprend qu'un autre train, 2 trains se sont percutés. Ce serait intéressant que les sociétés minières nous aident à mieux comprendre ce qui ne va pas, parce qu'il y a un sérieux problème lié au rail. Antoine, c'est pas aux sociétés minières. C'est la régulation. C'est en fait le système ferroviaire ou ferroviaire répond à des normes internationales. Si vous avez le culot de venir dans un pays, mettre des wagons qui datent des années Oura, si ce n'est des années 1800, parce que nos ministres, avec leur incompétence habituelle, vont chercher ce qu'il y a de moins bon pour les Guinéens, et que vous avez des rails qui sont là depuis 50 ans, sans
sans aucun travaux d'entretien, sans aucun panneau de signalisation, encore une fois, avec des cheminots qui sont pas formés depuis 20 ans, il faut pas s'étonner que la Guinée s'y adapte et que les autorités guinéennes fassent en sorte que les miniers s'y adaptent. C'est aussi simple que ça. On va pas réinventer la roue. On va juste appliquer des normes internationales pour éviter qu'il y ait des morts. Bien, Ahmed Kourouma. Allez-y, mon cher Ahmed Kamara. Voilà, écoutez, les deux Ahmed. C'est un gros signal comme ça qu'on vient de nous lancer. Parce que n'oubliez pas qu'on a le train Conakry Express qui roule ici, à Conakry. Ça aurait pu être un grave accident qui aurait pu coûter la vie à plusieurs personnes. Antoine parle d'une personne tuée, mais on aurait pu enregistrer plus d'une vingtaine aujourd'hui. Alors moi je pense que c'est un signal. Alors il faut prendre le taureau par les cornes s'il y a un taureau, évidemment. Alors, donc, oui, les grandes gueules. Évidemment, bon. Donc comme il l'a dit, il faut quand même, c'est un secteur qui doit être régulé. Et c'est un message. Les miniers ne doivent pas rester les bras croisés et juste transporter du minerai, parce que ça peut causer d'énormes dégâts. Moi j'ai vu qu'un seul camion de pompiers arrêté. J'en rigolais, parce que là, concernant la protection civile, on est zéro. Alors s'il y a un dégât comme ça lié au carburant ou quelque chose d'inflammable, tu as joué petit avec... C'est dangereux. Petit, est-ce que tu as joué avec les camions Playmobil? C'est ça, c'est ce qu'on nous invente, c'est ce qu'on nous a acheté ici, les camions Playmobil. Bien. Donc je pense qu'il y a un gros danger, mais c'est un signal. Si nous en arrivons à ce danger, je pense qu'on aura fait exprès. Alors, en tirant les conséquences dès maintenant de ce qui s'est passé, ce n'est pas... Il y a un mort, mais ça n'a pas causé d'autres grands dégâts. Et en ce moment, je pense qu'il faut en trouver une solution rapide. Voilà, on va essayer de voir tout ça dans la journée. Allez-y, mon cher Jacques Levalino. Oui, je pense que le problème, pour l'instant, on peut l'expliquer à des niveaux. Au problème de formation, je suis d'accord avec ces agents de sécurité qui sont parfois recrutés, je ne sais sur quelle base, pour assurer la sécurité sur ces chemins de fer. Sinon, en principe, lorsqu'un train tombe en panne sur les rails, il était important que tous les autres qui utilisent, n'est-ce pas, le même chemin de fer soient informés du niveau de l'accident et quelles précautions prendre pour éviter justement ces types d'accidents qui est arrivé ce matin. Maintenant, pour ce qui est de l'investissement, il faut dire qu'il n'y en a pas eu depuis des décennies. Nous avons pour la Guinée deux chemins de fer. Ceux qui vont, en tout cas pour ceux qui entrent directement à Conakry, à part ceux qui viennent d'être construits par la SMB, nous n'avons que le chemin qui part à Fria et puis l'autre qui part à Kindia. Combien de sociétés minières utilisent les deux chemins de fer? Je crois que la politique minière aurait pu nous aider quand même à contraindre les opérateurs miniers à investir dans ce sens, qu'on ne laisse pas ce que comment on appelle ça, la compagnie des bauxites de Guinée a laissé ici depuis des décennies. Et puis, Jacques, c'est au ministère des Transports, c'est pas au ministère. Les grandes gueules. Au ministère des Mines. Non, je parle de politique. Par exemple, quand on prend le chemin de fer construit par la SMB, je crois que c'est dans le cadre de la coopération, de la collaboration donc avec la Guinée qu'on a pu avoir ce chemin de fer du côté de Bokeh. On peut faire de même avec des autres qui évoluent dans la région de Kindia pour avoir d'autres chemins. On avait dit à un moment donné qu'on allait construire le chemin de fer vers Kouria, chemin de fer de transport. C'était avec le ministre Aboubacar Silla. Ce n'est jamais arrivé. On a plutôt amené des wagons qu'on a laissés par là. Justement. Allez, il l'a dit en demi-mot, Ahmed Kourouma. Allez-y, Tamba, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous. Ouais, alors, on parle de régulation, on parle d'accidents. Allez, causer, évidemment, l'erreur humaine, on va le dire comme ça. Bon. L'erreur est humaine, mais cette erreur elle est surtout guinéenne, quoi. Je pense qu'il faut déjà se l'entendre dire. Moi, je trouve que les amis vont trop loin pour expliquer ce qui est arrivé. Un train, une locomotive, même neuve, elle tombe en panne. Ça arrive partout. Mais nous sommes en Guinée, c'est pourquoi je parle d'erreur guinéenne. Si nous avions une flotte aérienne, je vais vous dire, si on avait une flotte aérienne importante, avec beaucoup d'appareils, vous ne seriez pas surpris de voir un pilote dire à son ami « dis donc, pousse-toi un peu pour que je tourne ». Les grandes gueules. En Guinée, ça aurait été possible. Quand on m'a dit que 2 trains ont fait accident, c'est l'information, quand tu m'as envoyé le message, Lamine, j'ai commencé à réfléchir.
Comment ça peut se faire? Bah écoute, attends, quand même. Non, sincèrement, tu vas voir pourquoi je te La médiocrité. Ben non, mais attendez. Tu vas voir pourquoi je te arrive, dis. ça arrive. Allez-y, vas-y. Ouais. Lamine, la défaillance à ce niveau. C'est pas la Guinée quand même. Non, mais Lamine, c'est très guinéen. Je vais vous dire pourquoi. C'est très guinéen. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. La défaillance à ce niveau, c'est pas l'appareil qui est tombé en panne, c'est pas la qualité de notre rail, ça n'a rien à voir avec ça. La défaillance est au niveau du système d'information. Et de la médiocrité. C'est là-bas que c'est arrivé. La communication, c'est un problème de communication. Vous utilisez la même voie. Train là, nos voies là, il n'y a pas deux. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. C'est pas autoroute de train. C'est une seule voie. On sait où il faut aller. C'est tombé en panne, la voie est bloquée. Mais si vous n'avez pas d'appareil, au moins vous appuyez sur un bouton pour sonner l'alerte de ce côté pour dire qu'il y a une voie qui est bloquée. Prenez votre radio, vous prenez votre téléphone, appelez. Mais de l'autre côté, mais la mine, c'est important. De l'autre côté, quelles sont les mesures qui sont prises pour informer tous les autres conducteurs, pour que le système comprenne, attention, sur la voie, il y a un tel niveau, un blocage. Ça se fait tout le temps, en l'espace de quelques minutes. Vous voyez, on vous dit, en raison de travaux sur telle voie, la ligne telle est bon, absolument, ça c'est important quand même de le rappeler. Donc il y a ce souci majeur qui a. Et donc, on en est arrivé là, c'est arrivé à 5h du matin. Un gros bruit, notre informateur nous le disait. Tout le monde a entendu un bruit assourdissant. Et puis on file voir. On trouve justement qu'il y a cet accident-là. Même le mort, celui qui a perdu la vie à l'intérieur, je posais la question, est-ce que c'est un des conducteurs? Il n'y a pas d'information à ce moment-là là-dessus. Il est mort sur le champ, pour une situation qu'on aurait pu éviter. Et les blessés, nous a-t-il appris, les blessés sont des blessés graves. Voilà. Quel va être leur sort, encore une fois? Ça reste une situation à devoir suivre. À la fin, Lamine, c'est arrivé par la faute de personnes qui n'ont certainement pas joué leur rôle. Je ne pense pas qu'un conducteur puisse immobiliser son véhicule sur du rail comme ça et puis ne pas appeler, ne pas informer. Maintenant que c'est arrivé, qui n'a pas pris ses responsabilités pour alerter à temps? Nous sommes malheureusement dans un pays où on ne prend pas ses responsabilités pour punir qui doit être puni. À mon avis, il faut tout de suite ouvrir une enquête. Vos histoires de politique et de trains à construire, de trains à modifier, ça, on va voir ça après. Mais il faut déjà sanctionner qui n'a pas fait son travail. Bien. Tamba Zakari Milimono. Voilà. Et cette information, justement, Madame Yoro, avant de continuer, voilà, qui nous donne Abdoulaye Keita, il dit c'est le rôle de l'ANAIM, malheureusement, dans l'incapacité. Et puis, il le rappelle, il y a au moins 4 déraillements de train en 2021, CBG. Voilà, c'est Abdoulaye Keita qui nous donne cette information. Je pense que c'est un problème de communication, comme vous l'avez dit. Les gens qui devaient jouer leur rôle, communiquer sur le fait qu'il y ait un train en panne quelque part, n'ont pas pu jouer leur rôle. Des cas de collision, je pense que ça ne se fait pas, ça s'est pas fait qu'en Guinée. Ça peut arriver un peu partout dans le monde, mais ailleurs, ça peut aller jusqu'à des démissions de plusieurs personnes qui n'ont pas joué leur rôle. Mais ici, les gens s'accommodent de tout, quel que soit ce qui se passe, parce que justement, il n'y a pas une justice forte qui puisse enquêter, savoir qui n'a pas fait ça, pour que chacun puisse... Parce que imaginez, ces gens qui sont blessés, qu'on dit des blessés graves, vous allez voir, c'est des familles qui vont prendre en charge ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on va les abandonner, on ne va pas essayer de voir qui a fait quoi, quelle est la société qui devrait... Est-ce qu'il y a l'assurance, tout pour prendre ces personnes-là en charge? Je pense qu'il faudrait qu'on... On dit que le régime a changé. Aujourd'hui, nous sommes avec les militaires. Mais qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais bien savoir ce qui va se passer par rapport à cela. Est-ce qu'on va poser des questions? Qui devait alerter? Qui était chargé d'alerter? De se dire, en tout cas, de faire un signalement pour ne pas que ces deux trains entrent en collision. Parce que l'autre était là, en panne. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour ne pas qu'il y ait cette information, pour qu'il y ait ce cas de mort, pour qu'il y ait ces blessés-là? Heureusement, il y avait, selon les informations qu'on a eues, il n'y avait pas beaucoup d'habitations dans les parages. Sinon, cela aurait pu être plus catastrophique. Cela aurait eu un train qui entre dans une maison ou bien dans plusieurs maisons. Il faut penser à tout ça. Il faudrait que la communication soit là. Mais à partir de là, cet accident qui vient de se produire devrait servir de leçon à d'autres. Éventuellement, comme cela, la communication va s'installer. Quand il y a un problème, qu'on prenne juste le téléphone, appeler toutes les sociétés, tous ceux qui passent par là pour vous dire, à tel endroit, il y a un train qui est là,
Donc faites attention en passant, mais ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il faut poser des questions. Il faut qu'il y ait une enquête qui soit ouverte et qu'il y ait des punitions. Il faut que des gens répondent. Voilà, Moussa Moïse Sida nous a rejoint. Bien, bonjour Moussa, bienvenue. Bonjour El Girassi, bonjour à tous. Bien, allez, ça vous inspire quoi exactement? Écoute, je pense que les mentalités sont en train de changer petit à petit. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet important qui est donc suscité par cet accident qui a coûté la vie à une personne. Dans ce pays qui a connu tant de drames, tant d'effusions de sang, il arrivait un moment où on ne parlait de ces morts que lorsque ça atteignait un certain chiffre. Effectivement. 5, 4, 10. Ça veut dire que les mentalités sont en train de changer petit à petit. Là, nous tablons presque de 30 minutes sur un sujet dont vraiment l'épicentre, c'est qu'il y a une personne qui a perdu la vie. Ça veut dire qu'on est en train de comprendre l'importance de l'humain, de la vie humaine dans tout ce que nous faisons. Et c'est extrêmement bien pour la construction d'une société plus juste, où les citoyens savent sur quel sujet ils doivent vraiment mettre l'accent et inviter le gouvernant à prendre en compte le Guinéen partout où il se trouve, quoi qu'il lui arrive. On connaît des États où même lorsque vous touchez à un seul des cheveux de leurs compatriotes, ils mettent en branle toute leur diplomatie. Mais ici, on s'est basé durant les dernières années sur des chiffres. Il y a eu combien de morts? Les grandes gueules. C'est Dieu ça. Donc il faut que ça change. Et je pense qu'on est en train de comprendre cela. L'accusé parfait dans ce qui s'est passé au niveau de cette collision, c'est encore la providence. Vous verrez, c'est la providence qui va être accusée. Si Dieu pouvait une fois prendre la parole et vraiment dire aux gens d'arrêter de l'accabler d'autant d'accusations, je pense que le monde se porterait mieux. Parce qu'il va encore être l'accusé parfait, parce qu'il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas des responsabilités qui seront situées et tout cela. Mais quand on parle de cette collision, on parle aussi de l'importance de la mobilité, de la fluidité de notre système de transport. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas réussi dans le système de transport en Guinée? Je parle d'abord du transport urbain. Avant de parler des grandes gueules. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi? Un pays où vous n'avez que 30% des routes bitumées. Et on dit, et ce sont les données du gouvernement, plus de 50% de ces routes sont, sur le plan national, sont en mauvais état. Donc, un pays où on ne met pas l'accent sur ce qui constitue un peu, je dirais, l'essence même du développement. Il n'y a aucun développement possible à mine sans comment on appelle, sans des routes, sans tout ce qui entre dans la infrastructure. L'État, c'est d'abord ça, l'infrastructure. Sans mobilité, il n'y a pas de développement, c'est pas possible. Il faut que les personnes puissent se déplacer, il faut que les marchandises puissent également aller de l'avant. Mais cette histoire nous rappelle un triste souvenir, c'est que nous sommes l'un des rares pays au monde où on a déterré, où on a démantelé des rails et on les a vendus. On les a vendus. La mine, c'est important. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. La mine. Vous savez, la mine, nous sommes en droit, je parle de nous autres qui sommes là, nous sommes en droit de porter plainte contre nos aînés pour assassinat de la génération, de notre génération. Ils nous ont sacrifiés. C'est du populisme. Pas du tout la même. Ils nous ont sacrifiés. Je voudrais qu'on cite 1, 2 ou 5 pays dans le monde où on a dit, mais ce pays-là n'a pas une durée de vie assez longue. Peut-être ça va mourir, la Guinée va disparaître dans 5 ans. Les rails là, on les vend. Citez-moi 2 ou 4 pays. Ils nous ont sacrifiés. Il faudrait à un moment donné qu'on prenne conscience des gaffes. Parce que c'est quand même énorme qui ont été commises par ceux qui nous ont précédés. C'est un crime. Bien, allez, vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur cette chaîne. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, sur les coups de 10h, je ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Je le disais tantôt à l'entame. Marée humaine, rouge, cri joyeux et slogan de victoire. Le FNDC donc en liesse samedi dernier pour accueillir des figures de la résistance Alpha Condé, Yanni Alpha et Fodé Kouyaté aux côtés donc de Sékou
Sékou Kounduno et Ibrahim Diallo qui avaient fui donc le pays pour échapper à la machine du régime de faim. Eh bien, s'ils prônent un nouveau départ fondé donc sur le pardon et une mutuelle acceptation, plusieurs parmi ces héros du FNDC gardent encore à l'esprit les affres donc de leur odyssée. Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec nos invités. Vous allez comprendre comment ont-ils vécu donc à l'exil, comment ont-ils réagi à la chute d'Alpha Condé, quelle perspective donc pour les jours prochains. Nous essayons de comprendre ce matin avec Diani Alpha. Il faut le rappeler, il est artiste et activiste, donc il sera avec nous dans ce studio. Sékou Kounduno, responsable donc mobilisation du FNDC. Ils seront tous les deux ce matin nos invités dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. On s'intéresse à tout sujet, mon cher Moussa Moïse Silla, CNRD. Donc les premiers faux pas, pose la question, Jacques Léwadino, ou Taba plutôt. Allez-y Taba. Justement, on se pose la question. On a assisté à une chaîne d'annonces, de communication, en commençant par celle en réponse à la CEDEAO, une réponse qui allie à la fois fermeté et ouverture de la part du CNRD qui se dit donc ouvert justement à toute forme de négociation, et ça depuis le premier discours que l'on a pu entendre c'est donc un comité national pour le rassemblement et le développement justement qui décide de pouvoir s'ouvrir pour parvenir à une entente sur la manière dont la transition va être menée. Mais on a vu dans les jours qui ont suivi cette annonce sur les concertations qui ont continué, et justement aujourd'hui ça va être la presse guinéenne qui va être entendue. Après la presse, il y aura les responsables de bars, de motels, de restaurants qui vont être entendus sur les termes de la transition. Il y aura les acteurs culturels, d'abord le matin. Les tenanciers pour demain. Pour demain, merci Ahmed. Pour demain, permettez-moi de terminer s'il vous plaît. Allez-y. Oui, mais c'est prévu. Non, je vous dis que demain, je vous dis encore une fois que demain, on entendra Ahmed, on va pas, voilà, donc demain, je le dis encore une fois, les responsables, les tenants de motels, de bars et de restaurants vont être reçus par les responsables du CNRD, ceux qui tiennent des écoles et des universités, les femmes et les hommes vont être reçus, les jeunes vont également être reçus, et ce qui est nouveau par ailleurs dans cette démarche de concertation, ils iront jusqu'à l'intérieur du pays. La même action qui se mène ici à Conakry va être répliquée à l'intérieur du pays par les autorités administratives, notamment préfets, gouverneurs à l'intérieur du pays. Ça, c'est un peu de bonnes choses à annoncer. Cela dit, des questions demeurent. On a vu le CNRD recevoir l'équipe gouvernementale sortante, les responsables, les présidents d'institutions, à ce moment précis, et on l'a dit dès le début de cette émission, la décision avait été initialement de les retenir au niveau de leur base ou dans un hôtel de la place, pour éviter justement que une action d'un ou de l'autre puisse s'agir négativement sur la conduite de la transition. Mais avec des négociations et avec aussi des engagements, notamment pris par le Premier ministre Kassori Fofana pour le compte du gouvernement, et ceux pris par Damaro pour le compte de l'Assemblée nationale et des institutions de la République, les autorités du CNRD ont donc finalement accepté de libérer l'équipe gouvernementale, de libérer les représentants d'institutions républicaines. Mais à quelques conditions. Nous vous libérons, vous rentrez chez vous, vous aurez une relative liberté à l'intérieur du territoire guinéen, en tout cas pas en dehors, parce qu'on sait que les passeports ont été retirés. Mais une de ces conditions, c'était de leur dire aucune communication. Vous aurez donc devoir d'observer une réserve par rapport à ce que vous savez ou à ce que vous avez pu faire. Les grandes gueules. Une absolue collaboration dans le cadre de l'éclaircie de la façon dont vous avez géré. S'il y a un audit qui est ouvert, s'il y a un contrôle de gestion qui est ouvert, tous ceux-là ont obligation à la fois de ne pas communiquer dans la presse, mais de collaborer à l'éclatement de la vérité. Ce qu'on leur disait en plus, c'était la troisième condition qui leur avait été imposée pour les libérer comme caution. On a dit, vous serez chez vous, mais on exige de vous que vous ne preniez aucune action qui aille à l'encontre
du bon déroulement de la transition qui va s'ouvrir. Voici entre autres conditions qui ont permis justement, au terme de l'engagement, bien sûr de ceux dont je parle tout à l'heure, qui ont permis que ces gens aient été libérés. Maintenant, il y a quelques jours encore, c'était à 1h du matin, d'après les informations que nous avons reçues, une descente toute particulière au domicile du ministre, l'ancien ministre Thibaut Camara. Je rappelle encore que c'était autour de 1h du matin. Je dis bien une descente particulière pour parler de descente musclée. Ce seraient des hommes encagoulés, d'après les informations que nous avons glanées ça et là auprès de personnes proches du ministre qui nous en ont parlé, puisque de toute façon, d'après les informations que nous avons, le ministre serait directement injoignable au moment où nous parlons. Ces éléments seraient venus, ils auraient cassé pas mal endommagé, cassé pas mal d'installations. Ben, j'ai pas pu y aller pour voir, donc quand même. Et puis c'est le CNRD qui commande là. Donc on va dire ce qu'on a à dire. Et donc, ce qui se passe, d'après les informations pu glaner, il y aurait eu des casses au domicile du ministre Thibaut. Pour aller plus loin, certains même auraient été ligotés parmi les gardes du ministre. Ils auraient été mis au respect avant de demander que le ministre puisse descendre. Deux autres choses quand même à devoir affirmer ce matin sur nos antennes, c'est que des biens importants auraient été pris. Ils auraient été emportés. Ça, c'est déjà avant même la communication du CNRD qui ne le nie pas. Avant donc cette déclaration-là, il y a justement cet avis des parents proches qui nous le disent. Et de l'autre côté, le ministre a donc été, ça c'est un fait établi, il a donc été amené au niveau du QG du CNRD pour être entendu sur plusieurs moments. Ce que nous en apprenons par ailleurs au terme d'un communiqué du CNRD, je présente, vous pourrez le faire, le CNRD nous dit très clairement à l'intérieur de son communiqué, le ministre serait suspecté de pratiques subversives de la transition. Ça, c'est l'explication qu'on en donne. La seule question que je pose ce matin, cela était-il la bonne manière de procéder en venant de cette façon à 1h du matin pour nous pour un CNRD qui a annoncé des mesures nouvelles, une nouvelle façon de faire de la politique sans brimade, en préservant les droits et la dignité des êtres. Est-ce que la manière est la bonne? Je pose la question encore une fois. Autant de questions à se poser pour dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers les premiers faux pas du CNRD? Ahmed, c'est mon avis. Bien, allez-y. Et c'est entendu, voilà. Tu parlais tout seul, d'été à l'antenne. Oui, allez-y, mon cher Moussa. La mine, je voudrais qu'on recule un tout petit peu, qu'on prenne un mois ou 3 semaines sur le passé. Vous comprenez? Ce sont les grandes gueules, nos grandes gueules ici. Les grandes gueules. Nous nous sommes époumonés dans ce studio à dire au défunt régime, vous ne pouvez pas continuer à kidnapper les gens de cette façon. Sékou Koundono, Ibrahim Diallo, tous les gars du FNDC, Fonike Mengue qui nous expliquaient tout le calvaire qu'il a subi, les coups qu'il a reçus, les opposants qui ont été enlevés notamment sans ménagement, parce que à l'époque on parlait quand même de pouvoir civil, donc censé être démocratique, on parlait d'état de droit, mais ce genre d'enlèvement se faisait alors qu'il y avait possibilité de passer par un procureur, d'envoyer une convocation en bonne et due forme. D'ailleurs, les derniers opposants qui ont été enfermés ont été plus légalistes que nos hommes en uniforme à l'époque. Ils se sont déplacés d'eux-mêmes, puisqu'ils ont su qu'on les recherchait dans le quartier comme étant des parias. Ils se sont déplacés eux-mêmes pour aller se rendre. Pas parce que les autres ont fait quand même que... Non, attendez Lamine, mais je fais le parallèle. Celui qui ne comprend pas son histoire va la répéter. Bien. On ne peut pas comme... C'est ça le problème de chez nous. Non, à chez nous pays, comme le dit en Côte d'Ivoire. Mets l'émotion de côté, s'il te plaît. Dès que le jour arrive, dès que l'aube éclore, on dit, ah mais qu'est-ce qui s'est passé il y a une nuit? Rien du tout, on oublie ça. Non. Pour que tu ne recommences pas les mêmes choses, rappelle-toi de tes souffrances passées. Ils sont allés eux-mêmes se rendre. Ils ont été pris, jetés en prison, sans aucune mesure relative à une procédure judiciaire quelconque. Ça a été dit, dénoncé par les grandes gueules. Mais monsieur le ministre d'État, c'est cette même grande gueule ce matin qui s'époumonne pour dire ce qu'on vous a fait n'est pas normal. Parce que l'injustice n'a pas de couleur, l'injustice n'a pas de nom, ça n'a pas de communauté.
quand quelqu'un subit une injustice, c'est toute l'humanité qui est touchée. Voilà qu'on nous pariarisait parce qu'à l'époque, on pensait que c'était juste une défense dirigée vers un groupe de personnes. Peut-être on a des affinités avec eux, il n'y a aucun lien. C'était une défense dirigée contre l'injustice. Et vous êtes victime de cette injustice. Nous disons que ce n'est pas normal, vous ne devriez pas subir ça. C'est comme ça que quand vous êtes à la tête de l'État, quand vous gérez des postes ministériels importants, vous devez vous rappeler du rôle que chacun joue dans la société. Et que souvent, c'est fait sans condition, c'est fait de façon désintéressée. Nous estimons que vous ne devriez pas subir cela. Une convocation bonne et due forme devrait vous être envoyée, vous donnant le temps de venir répondre. Pourquoi? Parce que eux, ils ont décidé à leur prise de pouvoir de faire le contraire de ce que le défunt régime faisait, en termes de violation des droits de l'homme, en termes de brimade et tous autres. Donc on ne peut pas leur permettre de reprendre les mêmes erreurs que le passé, parce que eux, ils ont le devoir de redresser le pays. Voilà un peu le message que je voulais passer au ministre d'État Thibaut Camara, pour lui dire, il reste un aîné dans le métier, un grand frère, quel que soit ce qui s'est passé, le rôle qu'il a pu jouer durant le défunt régime, mais on estime que c'est un homme qui jouit de tous ses droits. Pour l'instant, il ne devrait pas subir ce qu'il a subi la fois dernière. Ce n'est pas, je dirais, une sorte de bandit qu'on vient cueillir, quoi. On ne peut pas utiliser les mêmes méthodes qu'on a utilisé contre les autres. L'injustice ne peut pas être combattue par l'injustice. Donc on estime, monsieur le ministre, ça peut peut-être l'étonner ce matin, mais les grandes gueules sont contre ça. On condamne. Eh bien, voilà. Allez-y, c'est pas possible. L'enfant de Vanna, il ne fallait pas le provoquer à lui. Hein. Allez-y, madame Yoro. Écoutez, il est terrible ce garçon. Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya a dit qu'on ne va pas commettre les mêmes erreurs commises par le passé. Je suppose que débarquer chez une personne à 1h du matin, les heures normalement de visite des services de sécurité chez les citoyens, c'est de 6h, je crois, à 18h. Ça dépend, bien sûr, des circonstances dans lesquelles on se déplace. Quand il y a peut-être des questions de sécurité nationale, des menaces qui portent atteinte à la sûreté de l'État, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Les grandes gueules. Mais si le CNRD évoque des choses qui auraient été prises avec le ministre qui sont en lien avec des moyens de communication alors qu'il y avait eu des interdits. Moi, j'aimerais, quel que soit ce qui s'est passé réellement, on pose les bonnes questions ici. On pose les bonnes questions ici, quelle que soit la personne qui est en face. Nous sommes des journalistes, nous posons les bonnes questions. Est-ce que c'est la façon d'interpeller? Qu'est-ce qui a poussé le CNRD à débarquer à 1h du matin? Il faudrait quand même faire savoir au peuple ce qu'il en est réellement. Ils ont réitéré dans leur communiqué qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Je voudrais que ça soit cela, qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières. Que si des fautes sont commises, que la justice, comme l'a dit le colonel, soit la boussole qui puisse orienter désormais le peuple de Guinée. Que la justice se fasse normalement avec la présomption d'innocence et tout ce qu'il faut, qu'on respecte les choses comme cela se doit. On aimerait bien savoir ce qu'il en est réellement pour le cas du ministre Thibou, mais pourvu qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, parce qu'il faut le rappeler, c'était lui quand même le porte-parole avant que le régime ne chute. C'est lui qui disait tout, qui répondait à tout le monde par rapport à ce qui se passait dans le pays. J'espère que ce n'est pas pour cela qu'il a été arrêté. Bien, allez-y Antoine. Voilà. Oui, il a arraché le micro. Oui, j'ai arraché parce que j'ai des mots à dire. Bien, mais bien sûr. Voilà. Vas-y. Allez, vas-y Antoine. Voilà. Allez. Oui, mais vas-y. Ajouter à cela, au-delà de la prise de parole, c'est que c'est le porte-parole du gouvernement qui a émis le plus de tribunes dans ce pays. À la différence des autres, parce qu'il répondait à tout et faisait tout à la fois. Donc quand même on semblait dire qu'il était le porte-parole de l'État, parce que il répondait, c'est Jacques qui le disait tantôt. Ce matin, comme l'a dit Moïse, nous condamnons, c'est vrai, la méthode par laquelle Thibou a été enlevé, parce que j'ai qualifié cela d'enlèvement, mais encore une fois, dans le communiqué de la soirée, qui a été lu par la jeune demoiselle, la jeune dame. Allez-y Antoine, allez-y s'il te plaît. Ça patine. Qui a été lu par la jeune. Bien. Antoine. Non, je finis. Vas-y. Qui a été lu par la jeune belle dame. On a constaté que les raisons ont été évoquées. Et à cause de ces raisons-là, il faut qu'on parle ce matin avec beaucoup de pincettes, beaucoup de prudence, parce qu'on n'a pas tous les éléments sous la main. Non, on n'a pas tous les éléments encore. On nous a dit quoi?
que le Premier ministre Kassouri a pris des engagements auprès des autorités par rapport au fait que son gouvernement ne va pas prendre la parole dans les médias, encore ne fera pas d'acte et qui va saper le processus en cours. Si on nous apprend ce matin que dans la maison de Thibault, il a été pris des appareils qui ont violé les engagements pris par le Premier ministre, je me dis qu'à ce niveau, il est important que nous sachions de quoi il s'agit. Il faut qu'on aille en profondeur pour qu'on comprenne en quoi Thibault a violé cela. Et s'il a été libéré, je pense qu'il y a une certaine incohérence dans la communication. Parce qu'on aurait pu le retenir si on pense qu'il y a des éléments accablants qui l'accusent. Mais si, des heures après son interpellation, il est libéré tout de suite, à mon avis, il n'y a pas grande chose qu'on lui reproche. Parce que la junte, si elle pense que Thibault a violé de manière flagrante, de manière répétée, les injonctions qui ont été faites au gouvernement défunt, il est important qu'on comprenne clairement de quoi il s'agit. On va parler de faux pas. Ce n'est pas le seul faux pas qu'on peut peut-être noter à ce stade de la gestion du pays par le CNRD. Je note, et je l'ai évoqué dans une publication, c'est une question que j'ai évoquée, y a-t-il 2 poids 2 mesures par rapport à certains présidents d'institutions? Il y a le cas de Lousseni Nabé, qui est le gouverneur de la Banque centrale. La plupart des ministres, ou tous les ministres, où le gouvernement a été dissous par le CNRD. On a dissous l'Assemblée nationale et pratiquement les présidents d'institutions ont été mis sur le carreau. Comment comprendre que le seul gouverneur, qui est Lousseni Nabé, reste encore en fonction, qu'il continue de circuler dans son véhicule de commandement et qu'il parle au nom de la BCRG, alors qu'on a dit que ce sont les seconds qui devaient prendre les rênes des départements. Lousseni Nabé prenait part au Conseil des ministres en tant que... Il avait rang de ministre. Il prenait part au Conseil des ministres, au même titre que le secrétaire général du gouvernement, qui lui aussi a été déposé. Donc ce matin, j'ai envie de savoir en quoi la Banque centrale est-elle différente des autres institutions, alors que tous les autres... D'abord, parce que c'est une institution indépendante. Deuxièmement, le rôle de Lousseni Nabé n'est pas politique, mais économique. D'accord. C'est le grand argent. Il est nommé par décret par Alpha Condé. Absolument, mais évidemment, mais ça c'est logique. Mais non, je réponds juste à l'interrogation qui est tienne. C'est pas pour te donner un cours, etc. Les corps constitués dans ce pays sont régis par des règles précises. La Banque centrale est une banque indépendante et de l'État et du ministère des Finances. Le rôle de Lousseni Nabé est un rôle purement économique et de régulateur économique. Comme nous avons une monnaie indépendante, il n'a rien de politique. Je pense que en intelligence, c'est pour cela que pour l'heure, il est encore en fonction. Donc si je comprends bien, les mesures prises contre toutes les institutions, ce sont des institutions politiques. À mon avis, il y a du 2 points 2 mesures. Non, parce que pour moi, c'est son avis. Oui, non, ok. Voilà. Je le respecte. C'est le cas de la Cour des comptes. La Cour des comptes vient d'être rétablie avec Diarry qui va reprendre fonction. Moi, je pense que lorsqu'on prend une mesure contre tout le monde, il ne faudrait pas que certains fassent l'exception. Parce que Lousseni Nabé, on nous explique surtout. Lorsqu'on a convoqué tous les ministres, il était présent à la convocation. Antoine. On lui a retiré son passeport. Donc on pourrait se dire qu'il y a quelque part du 2 poids 2 mesures parce que lui également fait partie des cadres de l'administration publique. Merci beaucoup. Allez-y Jacques. Oui, parce que dans les ordonnances qui ont été rendues publiques la semaine dernière, il y a justement cette ordonnance qui réhabilite un peu la Cour suprême et la Cour des comptes. Les questions qu'on se pose, Antoine a avancé là-dessus et je voudrais revenir longuement là-dessus. L'histoire de la Cour des comptes, je ne sais pas quels sont les objectifs, parce qu'on dit, bon, l'appareil judiciaire ne doit pas s'arrêter, il faut mettre en marche ces institutions-là. Mais la Cour des comptes, pour rappeler un peu, a été créé par une loi adoptée par le Conseil national de la transition, donc le CNT en 2013. Il a fallu attendre 2016 pour que cette institution prenne fonction. Et à l'époque, il y a eu des griefs parce que qu'est-ce que le président Alpha Condé nous avait servi à l'époque? C'était de prendre son ministre de l'économie et des finances, qui a été donc ministre de l'économie de 2011 jusqu'à 2016, pour le mettre à la tête de la Cour des comptes, pour analyser un peu cette période, un peu sur notre économie. C'est la période pendant laquelle il y a eu la fameuse affaire des 13 milliards de francs guinéens. Si vous voulez bien, c'est la première affaire de corruption connue dans ce pays, les 13 milliards de francs guinéens pour lesquels un planton avait payé. Ensuite, au lendemain d'Ebola, puisque c'est lui qui était là jusqu'à la fin d'Ebola, il a animé une conférence de presse à laquelle j'ai participé, c'était au CAS de Bellevue. Il nous avait fait comprendre que la croissance de la Guinée
était nul, c'est-à-dire c'était même pas zéro, c'était au-dessous des zéros. On accusait à l'époque très négatif, donc on accusait à l'époque Ebola. Mais en même temps, on a pu comprendre, parce que certains observateurs du monde économique avaient dit pourquoi ça peut se justifier, parce que les mines qui participent beaucoup plus à l'économie nationale, au budget national de développement, les mines, donc les activités minières, n'avaient pas été stoppées par Ebola. Et pour le justifier, bien sûr, les régions qui étaient concernées par Ebola, c'était le sud et puis un peu Fourekaria par là. Mais Boké est resté libre, donc les activités minières ont continué à tourner. Donc cette communication avait posé un certain nombre de questions. Donc c'est le monsieur, c'est pas une question de personne, mais c'est une question de logique qui a été pris et placé à la tête de la Cour des comptes. J'apprends qu'on a réhabilité la Cour des comptes pour faire un peu un travail d'audit sur la gouvernance d'Alpha Condé de 2011 à maintenant, donc jusqu'au 5 septembre. Mais si vous avez Diaré à la tête de cette institution, parce que je ne suis pas contre l'institution, mais si c'est Diaré qui doit être à la tête de cette institution, je me pose la question, c'est qu'il va être fait de... lui-même sa gestion, en tant que ministre de l'économie et des finances. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, parce que pour la Cour suprême, moi je me dis que cette institution, parmi les institutions judiciaires de notre pays, l'institution qui a eu un peu de courage, c'est bien la Cour suprême. Je rappelle encore les 2 décisions majeures qui m'ont marqué. C'est lorsque l'opposition politique l'a saisi pour contraindre l'administration du territoire à opérer à la mise en place des chefs de quartier. Il a statué en faveur, n'est-ce pas, de l'opposition, parce qu'il pensait que c'était un abus, ce refus du ministère de Bourema Condé à l'époque. Ensuite, il a permis à certains partis politiques qui avaient leur dossier au ministère de l'administration du territoire bloqué pour question d'agrément, je pense à notre ami Aliouba ce matin, il lui a donné également raison. Il y a eu donc des décisions courageuses prises à l'époque par la Cour suprême. Donc, je n'ai aucun problème avec la réhabilitation de la Cour suprême en l'état, mais la Cour des comptes, il faut encore une fois, si on a vraiment envie de toiletter, de vérifier un peu le travail du gouvernement Condé, de revoir la composition et surtout de revoir sa tête. Bien. Allez-y, mon cher Ahmed Kourouma. Non, mais pour paraphraser ou pour faire une métaphore à propos de la Cour des comptes, c'est comme si tu confiais un coffre-fort au plus grand cambrioleur du monde pour le contrôler. Voilà, c'est à peu près ça. Bref, je voudrais revenir, parce que j'ai failli avoir la larme à l'œil là aujourd'hui quand j'ai entendu mon petit frère Moussa Moïse, Tamba Minimono et Djandja parler de Tibou. Il faut arrêter avec l'émotionnalité des choses, ou l'émotionnel dans ce pays. Tibou Camara a eu des responsabilités en tant que ministre d'État et conseiller personnel du chef de l'État. Quelqu'un l'a rappelé ici, il a été l'un de ceux qui a sorti le plus de tribunes contre un tel. Dès que quelqu'un réagissait, dès que quelqu'un sortait en dehors des clous ou des sentiers battus, Tibou sortait la bétonneuse, voire même la mitraillette, etc. Qu'est-ce qui a dû se passer? On a été le chercher à 1h du matin. À l'époque, on allait chercher les mecs à 6h du matin, et puis sans ménagement. Je pense que sa dignité a été respectée. Moi, je préfère m'en remettre au communiqué de la junte, plutôt qu'au communiqué d'un journal comme Jeune Afrique, dont tout le monde sait qu'ils ont accompagné des dictateurs pendant des décennies sur ce continent. Ils ont, à coup de publicité et à coup d'argent, falsifié certaines vérités. Moi, j'ai aucune confiance en Jeune Afrique. Pour me donner des nouvelles de mon pays, je préfère m'en référer à la junte. Pour le moment, la dignité de nos ministres ont été respectés, faut qu'on se le dise, d'accord? Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières, et si Tibou a été amené pour des raisons précises, parce que je rappelle quand même qu'on est dans... Non, laisse-moi finir la ministre, s'il te plaît. Je rappelle qu'on est dans un régime d'exception, et donc dans un régime d'exception, on a le droit d'aller cueillir qui on veut à n'importe quelle heure. Ça veut dire... Non, je finis. Les grandes gueules. Je n'ai absolument rien, non mais parce que je les vois faire des signes là. Je n'ai absolument rien contre Tibou. Je dis juste, je rappelle des faits. Moi, je suis pas dans l'émotion. Tibou, le gouvernement précédent a pris des engagements précis. Je pense qu'il y a des ministres suffisamment intelligents dans ce pays pour s'y tenir. Et il faut que Tibou s'y tienne. Point barre. Arrêtons de larmoyer là dans les chaumières. Bien. Allez-y, mon cher Ahmed Camara. Je pense que Moussa le disait au début qu'il faut pas toujours
éviter de regarder dans son rétroviseur. Dans l'histoire, il faut regarder. Je pense que quand vous analysez un peu la situation des coups d'État sur le continent pendant ces dernières années, vous comprenez qu'au bout d'un certain temps, le junte commettent des dérapages. J'avais donné que 2 semaines à cette junte pour commettre quelques dérapages, mais je le mets au compte de tout début est difficile. D'inexpérience. Voilà, de l'inexpérience, tout début est difficile, mais je pense qu'avec le temps, ce sont des situations que nous allons corriger. On a parlé d'hommes encagoulés. Je pense qu'on n'est vraiment pas dans cette situation pour aller cueillir quelqu'un de... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de cacher exactement et puis à une heure tardive, mais ça peut arriver. Et je pense que ce sont des erreurs que la junte pourrait corriger. Parce qu'à mon avis, Tibou, c'est pas quelqu'un de caché dans ce pays. Déjà, quelques dérapages sont à signaler. D'autres m'ont dit qu'ils ont tenté, par exemple, d'appeler le numéro 100, mais ils n'ont pas réussi. Et, voilà, qui ne marche pas pendant que des militaires étaient quand même en train de commettre des abus. Donc je pense qu'il y a quelques situations encore qui ne sont pas totalement sous contrôle de la junte. Alors, mais la junte devrait renforcer ses stratégies à ce niveau. Ce que Antoine dit, c'est tout à fait normal quand il dit que non, d'autres ont été enlevés et que d'autres sont en train de fonctionner encore. Je pense qu'il y a des propositions sûrement sur la table de la junte, même concernant la Cour suprême ou la Cour des comptes, tout ça. Quand on dissout la Constitution, on dissout la Cour suprême, la Cour des comptes, tout ça, certaines lois qui se rattachent déjà à cette constitution deviennent caduques. Donc ça, je pense que c'est basique et la junte, à mon avis, devrait faire appel à des spécialistes auprès d'eux sur les questions juridiques parce que déjà, on est en train d'assister à un certain nombre de dérapages sur ce plan. Mais comme je le dis, c'est un début. Moi, je donne encore quelques cautions à la junte et je pense que ça pourrait être corrigé et que très prochainement, quand on ira arrêter quelqu'un, on va respecter les formes, même si on est dans un état d'exception, ben on n'ira pas casser, on n'ira pas... Oui, on ira... Non, écoutez, non, c'est... tolérant avec ça. Non, allez. Je ne suis pas... Oui, je peux être tolérant parce que, comme je vous l'ai dit... Pour l'instant, je ne peux pas affirmer que tout est sous contrôle. Même dans les pays développés, est-ce que vous n'assistez pas à ce genre de situation? Ceux qui ont eu leur indépendance depuis combien d'années, qui ont une institution aussi forte, on a des policiers qui commettent des dérapages parfois dans des arrestations. Ouais. Donc je pense que c'est des situations qui arrivent, mais qui peuvent être corrigées. Notre devoir ici, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous ne sommes pas là pour plonger ce pays. Alors quand il y a des dérapages, nous allons les signaler à la junte de corriger. Mais si ça se répète, ben là en ce moment on sera là aussi pour dénoncer et dire ce qui s'est réellement passé. Voilà, Ahmed Kamara. On va revenir à 10h avec vous, auditeurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Gani Alpha, une grande gueule, artiste, activiste, il sera avec nous. Sekou Kounduno, responsable mobilisation FNDC, nos invités ce matin. Mesdames et messieurs, dans cette émission, on revient à 10h. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.